Mais nous sommes à Donosti, hein, dans Saint-Sébastien, dans le temple pour moi, ce qu'est la gastronomie, puisqu'on est à la confrérie basque de gastronomie, non, la confrérie basque de la gastronomie. On est avec le grand Yaoun, celui qui représente la confrérie, puisqu'il est celui qui la dirige, Louise Moncoroy, qui va nous parler un petit peu de tout ce qu'elle représente, de ce qu'elle fait, de tous ses membres, de son histoire. Et il va vous dire tout ça, hein, parce que j'en connais un peu, mais en fait, il n'a pas trop le temps, parce qu'on pourrait passer la nuit à en parler. Donc, on va le faire un peu entre copains, pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est une confrérie à Saint-Sébastien, et surtout une société gastronomique. À toi, Louis, maintenant. Bon, très bien. Merci beaucoup, Vicente, de cette présentation. Bon, la confrérie basque de gastronomie, c'est une association qui prétend défendre tout ce qu'il y a autour de la gastronomie. Tradition, plats traditionnels, choses anciennes, et aussi être à la modernité qui vient, qui nous attrape partout, et être au jour à tout ça. Et ça a démarré il y a beaucoup de temps, et ça a démarré parce que on arrivait à un moment que la cuisine basque, il était un peu endormi. Et toujours on a eu ses valeurs, mais il s'était un peu endormi, il restait un peu. Il y avait des gastronomes qui étaient inquiets de cette routine qu'il était en train d'arriver. Ils ont commencé à réunir, il faut faire quelque chose ici pour démarrer, il faut faire quelque chose pour mettre ça de nouveau en valeur, et pour conserver les traditions, pour défendre les produits, et pour défendre toutes ces choses qui sont autour de la confrérie. Ils commençaient à se réunir, et finalement, en 1961, ils ont fondé la confrérie basque de gastronomie. Quand tu dis ils étaient combien à la base? Ils étaient une vingtaine de personnes. Ils ont fait la première réunion et ils ont fait l'acte de constitution de la confrérie basque de gastronomie. À ce moment, ça a parti beaucoup, il y a eu beaucoup d'adhérents et ils sont montés très vite, presque jusqu'à 400 membres. Et il y avait un lieu, ils avaient un lieu ou pas? À ce moment, ils n'avaient pas un lieu. Ils se réunissaient dans l'arrière-boutique d'une pharmacie. Dans l'arrière-boutique de son papa. D'une pharmacie que c'était de mon père. Et aussi, il allait après à manger au dîner à une société la plus ancienne de Saint-Sébastien qui c'était Cagnoleta. Bon, ça a démarré. Ils ont commencé avec une grande activité, en train de faire conférences, à faire des réunions. Là, il y avait beaucoup de gastronomes, mais aussi des cuisiniers. Les chefs. Les chefs les plus importants qui étaient là et qui nous orientaient en tout, c'était Louis Ilizar. C'était l'emblématique. L'emblématique Louis Ilizar. Et c'est lui qui nous mettait en contact à tous ceux les autres qui vont chefs. devenir les grands chefs qu'on connaît maintenant. À partir de ce mouvement, c'est presque 8 ou 10 ans après que s'était fondé le mouvement de la nouvelle cuisine basque, avec Juan María Arzac, Pedro Subijana, tous les grands. Tous les étoilés. Il était Arguiñano, il était le Suberoa. Ils étaient tous là. Oui, parce que Martin Berachategui, plus jeune, est arrivé après. Il était Roteta. En ce moment, Berachategui, il travaillait encore dans les restaurants Tout à fait. de la famille. De sa mère. Mais après, il est sorti. En ce moment, bon, on a eu une symbiose entre les deux mouvements très importante. Comme c'est normal, les cuisiniers, ils sont partis de son côté. Et nous, on est resté en train de nous fixer surtout dans la gastronomie et tout ce que c'est autour de la gastronomie. Parce que la gastronomie, c'est pas seulement bien manger, il faut avoir le lieu, les entours, ce qu'il y a. Les bons produits. Les bons produits. Ils ont commencé à faire des journées hispano-françaises de gastronomie
là, il faisait des plats différents, il y avait des conférences, il y avait on parlait entre les cuisiniers d'ici et de là-bas. Des deux côtés de la frontière. Il avait un grand mouvement. Et ça, on faisait presque chacun. Et pour faire ça, on employait des locaux qui avaient la mairie et aussi l'hôtel Maria Cristina. D'accord. Et on a fait beaucoup de choses là à l'hôtel Maria Cristina. Et l'autre front, c'était de trouver un endroit pour faire une société. Ah. En ce moment, Trouver des locaux. La Confrérie Basque de Gastronomie, il cherchait son locaux et finalement a trouvé les locaux là où nous sommes aujourd'hui, où nous sommes maintenant. C'est magnifique. Cet édifice, il était en ruine, il restait que les murs. Bon, il y a eu une longue succession de travaux pour réussir à être comme il est maintenant. Et ça, il y a eu des choses très positives. Mais ça a eu aussi qu'on s'est centré un peu plus là où il était. Quand je dis qu'on était presque 400 membres, ça c'était parce que la cotisation c'était très bas. Il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas de dépenses importantes. Seulement, quand on faisait les journées gastronomiques hispano-françaises comme ça, là oui, on dépensait de l'argent, mais ça c'était 4-5 jours. Et après, pues, le reste c'était plus facile parce que c'était une conférence de temps en temps, c'était de trouver des choses comme ça. On a pris les travaux. Et pour faire les travaux, qui ont duré, la cotisation, il a monté jusqu'à à toute vitesse. Oui. Et pas seulement il a monté, sinon qu'en plus, même ça n'arrivait pas. Et presque toutes les années, il y avait qu'à faire un apport. Il fallait faire encore des apports. Cotisation double. Aussi, avant d'avoir les locaux, on a commencé parce qu'on a dit qu'il fallait tout ce qui faisait dans les conférences, tout ce qu'on faisait dans les journaux qui avaient hispano-français, tout ce qu'on faisait avec autre chose, il fallait les garder et les salvaguarder. En ce moment, ils ont pris sur son dos de faire un bouquin qui sortait 3 fois par an ou 4 fois par l'année. Là, on réunissait tous les articles de conférences, l'activité, ce que les gens ils avaient parlé. Et aussi, il y avait des membres qui n'osaient pas écrire dans des autres bouquins, mais ils osaient de faire des petits articles dans ces bouquins. Et bon, c'était une des choses les plus importantes qu'on a fait dans les confréries. On a eu un fondateur qui était malade, il était mouru de là à très peu de temps, mais il avait une grosse bibliothèque de livres de gastronomie. Et il les a donnés tous à la confrérie. À ce moment, on a habilité un armoire, grand armoire, et là les livres étaient en 3 rangs, chaque toc, il y avait 3 rangs de livres comme ça. Ça a été un démarrage très important, mais ça a été un démarrage, mais ce n'était pas très utile parce que c'était difficile d'utiliser. Il est arrivé un moment que on a payé toutes les dettes de la construction de l'édifice comme ça, et on a dit, bon, il faut faire un pas en avant. Et on a fait une ampliation pour faire une grande bibliothèque. Et ça, on a commencé peut-être déjà il y a 20 ans. Et ça nous a mené beaucoup de temps, parce que d'abord, on a fait l'édifice, et après, il fallait le remplir. Et on l'a rempli avec des armoires bien faits et tout ça, et on a fait un transport de tous les livres. Là, c'était plus facile parce que tous les livres étaient accessibles. On les voyait, mais en plus, c'était difficile. Et maintenant, on est en train d'informatiser tous les livres. On avait presque informatisé la moitié de la bibliothèque. Et on allait de mettre à notre page internet, de les mettre
que tout le monde puisse consulter et voir qu'est-ce qu'il y avait, s'il voulait faire un travail, faire quelque chose. Et bon, maintenant, on est un peu pire parce que ces dernières années, on a eu 4 personnes qui nous ont fait donation de livres de gastronomie. Et ils nous ont fait donation, ils nous ont fait à peu près 400 livres. Un autre nous a fait une donation de presque 1000 livres, un autre de 800 et un autre de 300. À ce moment, déjà, on a informatisé moins de 50% de la bibliothèque. Combien as-tu de livres alors, tout dans le Pues maintenant, peut-être, ça ne va pas arriver à 5000 livres de gastronomie, mais ça va être par là. Et là, donc, Louis, combien de membres là, en ce moment, la confrérie? Combien y a-t-il de membres? En ce moment, on est à peu près 300. D'accord, 300 membres. Au niveau des activités sur l'année? Bueno, on a beaucoup d'activités et des fois on n'arrive pas. Et à part de toutes ces activités, on a d'autres choses qu'on a fait très importantes. On a décidé de faire un dictionnaire de gastronomie basque. On a trouvé une entreprise qui nous patrocinait un peu et on est parti pour faire 2000 vocables de mots de gastronomie. Vocabulaire de gastronomie. Lexique. De lexique de gastronomie basque. Bon, ça, on finissait jamais parce qu'on peut trouver... Toujours des nouveaux mots. Des fois, on s'en doute si se met avec des mots qui sont des autres endroits. Maintenant, sont pratiquement tous des Pays Basques. Des 7 provinces. Oui, des 7 provinces, des alentours comme ça. 10 000 mots. On a découvert des suites qui c'était très peu. Et maintenant, on a réuni 9000 vocables de gastronomie. Et tout ça, on peut le voir déjà dans la page web. Super. Tout le monde peut avoir ça. Et après, on a un autre grand travail, que ça c'est surtout le mérite d'un confrère à nous, qui est un passionné de cèpes. Il a fait un fichier de cèpes, peut-être c'est des meilleurs fichiers qui existent en Espagne. Sur les cèpes. Sur les cèpes. Sur les champignons. D'accord. Bon, on a eu ça. Et ça, c'est des travaux qu'on fait assis et qu'on fait en train de travailler. D'accord. Voilà. À part ça, on part à beaucoup d'endroits pour faire jury, pour faire des réunions ou des conférences, pour faire participer à des réunions avec des autres confréries, pour avoir une relation avec tout le monde qui est dans le monde de la gastronomie. Et comme ça aussi, il y a déjà, peut-être toutes les années, une fois, comme on a fini de faire les journées hispano-françaises et des trucs comme ça, après on a fait des séminaires de gastronomie avec les meilleurs cuistots qu'il y avait en Espagne et au sud de la France. Et un jour on a décidé, on a décidé organiser à Saint-Sébastien. On pensait faire à Saint-Sébastien. Finalement, ça n'a pas été à Saint-Sébastien et on l'a fait à Paris. Et on a fait le premier congrès mondial de la gastronomie basque. Tout à fait. De la gastronomie basque. Tout à fait. Et ça a été fantastique, une histoire très jolie, très intéressante. C'était fantastique. Et bon, on travaille avec des choses comme ça. Aussi, on fait des présentations de livres, des présentations de cousteaux, des cuisiniers, des présentations de produits. Et bon, on est toujours prêt à... Des tests de produits. Des tests de produits. On est toujours prêt à collaborer avec tout le monde. Tout à fait. Et des fois aussi, on fait des compétitions entre les associés. À Saint-Sébastien, la plupart des sociétés gastronomiques, ils sont à Tamborrada pour fêter la fête de Saint-Sébastien, que c'est le 20 de janvier. Et à ce moment, pues, il y a un moment qu'on a pensé que nous, on devait faire aussi quelque chose. Et on a fait aussi une Tamborrada. Superbe, magnifique, bravo. Par contre, une chose que tu m'avais dit, mais ce n'est ouvert qu'aux hommes, cette société. Non. Ah. Non.
quand on a commencé, c'est vrai qu'il y avait surtout tous ceux qui ont mis tout ça en marche, c'était des hommes. C'était des hommes. Mais très vite, quand on a ouvert la société, on a vu que les femmes pouvaient rentrer aussi. Quand José María Busquets-Soucy, que c'était un grand gastronome, ça a été un grand divulgateur de la gastronomie, c'est le premier qui a pris un micro pour parler de gastronomie et pour parler à la femme de maison, qui le téléphonait avec consultation et comme ça. Et ça a été un grand divulgateur de la gastronomie, c'était un des fondateurs de la gastronomie. Il a écrit beaucoup de livres, c'était un des poids lourds des fondateurs de la confrérie basque de gastronomie. Et quand il est mort, on a dit on ne peut pas finir comme ça, et on a décidé de le faire sa femme, qui c'était une grande cuisinière, sa femme. On a décidé, on va le faire membre d'honneur de la confrérie basque de gastronomie. C'était la première femme qui est rentrée. Et de là à un ou deux, on a vu aussi qu'il y avait dans tous les mouvements de la cuisine basque, il y avait Tatus Fombellida, la fille de Fombellida du restaurant Panier Fleury, qui s'était très affamée à Renteria. On a décidé de le faire de là. Et à partir de là, ils se sont commencé à s'incorporer comme membres actifs. D'accord. Et même au bureau, maintenant, on a des femmes. On retrouve même ta fille. Oui. Tout à fait. D'ici à 2 jours, il y a une jonction de cuisine japonaise avec des cuisines basques, parce qu'il y a la télévision japonaise qui voulait faire un reportage sur les Pays basques. Et il a voulu connaître la société par dedans. Mais c'est vous parce qu'en fait, même pendant le mois d'août, tous les étés, tu as des étudiants américains, tu as beaucoup de gens qui viennent pour comprendre et faire la cuisine basque. Ça aussi, maintenant, moi je suis, c'est pas ma tête, ça commence à avoir des trous, mais peut-être, si ce n'est pas 30 ans, ça va être 28 ou 29 femmes qui ont fait tous les ans une collaboration avec l'Université des Pays Basques. À une section, c'est l'USAC. C'est une association qui fait venir des étudiants de Reno, de l'Université de Reno, en Nevada, qui vient avec concordat avec l'Université des Pays Basques, qui vient à suivre un cours ici, qu'il suit avec des professeurs en anglais, mais pour apprendre un peu d'espagnol comme ça. Et dans les cours, ils sont mis, c'est un peu volontaire, mais ils ont des crédits pour ces études de cuisine et gastronomie basque. C'est beau, il faut savoir quand même que c'est beaucoup d'immigrants basques. Et tous les ans, on les fait un cours, on le fait dans un mois et demi, 2 mois. Ça dépend. L'Université de Nevada, il a été très content, il a aimé les programmes qu'on fait. Et 2 ans ou 3 ans après d'avoir commencé, ils nous ont fait un diplôme en reconnaissant officiellement les études qu'ils font ici pour qu'ils aient des crédits dans sa carrière. Oui. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la Cofradia. Donc, vous avez vu un petit peu comment ça a été fait. Comme nous a dit Louis, c'était des ruines ici. Quand on voit le travail qui a été fait par tous les membres de la confrérie, on ne peut que s'en réjouir de la beauté de tout ce qui s'est passé pour la ville de Saint-Sébastien. On est vraiment dans le Casco Viejo, dans la vieille partie. Et tout ça nous le fait retomber là-dedans. Donc on avait Juan Manuel Garmendia, qui a plusieurs casquettes. Alors la première, c'est d'abord qu'il est cofradé, qu'il est membre de la confrérie. 2, il est à la junta, c'est-à-dire il est au bureau de la confrérie, c'est-à-dire de la société. Donc c'est un élément important dans le rouage, dans la façon et dans le travail de tous les jours de la confrérie et de la société. Puisque société, confrérie, tout ça, il va nous dire, parce que ça peut être confus, confrérie, société gastronomique. Il est aussi président de FECOGA, c'est-à-dire de toute
je veux dire, beaucoup de confréries depuis, je veux dire, le nord de Bordeaux, parce que maintenant avec l'Aquitaine, ça s'est tellement agrandi, jusque dans beaucoup de confréries dans l'Espagne. Juan Manuel, c'est à toi. Hein. Dis-nous tout ce que tu fais tous les jours, parce que tu vis de gastronomie là. Bon, j'ai un travail dont je ne vais pas parler parce que c'est mon travail, mais la partie plus intéressante de ma vie, c'est la partie gastronomique. Comme vous avez bien dit, je commençais au bureau de la confrérie basque de gastronomie en 92 et ça m'a poussé à faire beaucoup de choses, comme être le convivial leader de Slow Food Saint-Sébastien pendant 8 ans. Après, je suis rentré dans l'Académie basque de gastronomie dont je suis le secrétaire et aussi le président de la FECOGA. Alors ça me fait organiser beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de suivi. Mais comme c'est un plaisir, c'est quelque chose que j'aime. Le temps que je passe à faire ça, c'est pour moi une occasion de convivialité. De rencontrer des gens intéressants. La plupart de mon temps, c'est en face de mon ordinateur. Ce n'est pas une gastronomie à manger, c'est une gastronomie à lire et à écrire. Hein. Et en ce moment, nous serons ici dans la salle à manger la plus importante de notre confrérie. Et c'est là où nous fêtons nos événements les plus importants de l'année. C'est la salle à manger où on fête notre chapitre, toujours le 3e dimanche de décembre, sauf le jour où c'est le 21 décembre, c'est la fête de la Saint-Martin. Alors pour ne pas être le même jour, on avance d'une semaine. Et pour nous, c'est un endroit très cher. Nous avons un tableau qui montre la Tamborrada lors de son 25e anniversaire en 2016. Mais nous avons aussi tous les confrères d'honneur que nous avons intronisés pendant beaucoup d'années. Le premier chapitre, je crois, c'était en 67. D'abord, ce n'était pas toutes les années, mais après, on le fait toutes les années et on intronise normalement 3 personnes qui sont toujours très, très, très liées à la gastronomie. Nous avons Pedro Subijana, qui a été élève de Luis Irizar. C'était élève de la première année à l'école Euromar à Zarauz. Tout à fait, quand ils ont créé l'école. Quand ils ont créé à Zarauz. Mais nous avons aussi Zacarias Puente. C'est un membre de la confrérie de Cantabrie qui a été fondateur de la FECOGA. Nous avons aussi Paul Dutournier, c'est un... Ah oui, Paul. Victor Manuel Saroe, c'est un écrivain de Navarre qui a écrit le livre Cuisine populaire navarraise. Oui, parce qu'il faut dire aussi que dans les membres ou les gens qui sont intronisés à la confrérie gastronomique, il y a aussi des gens du côté nord, c'est-à-dire des Français, on va dire, ou voire des Basques, ou des gens qui font honneur à la gastronomie. Oui, le nom de notre confrérie, c'est Confrérie basque de gastronomie. Ceux qui sont basques sont les confrères, mais la gastronomie peut être de tout le monde. Tout à fait. Nous aimons faire des partages, de dégustation de toutes les cuisines. C'est ça. On apprécie les gens qui font de la bonne cuisine. Et qui s'ouvrent, qui ont une ouverture d'esprit. Oui. Alors là, au milieu, on trouve aussi l'emblème. Oui, le whisky lore. Hein? Cette fleur a une signification mythologique au Pays Basque. Oui. C'est une sorte de protection de sorcières. C'est ce qu'on retrouvait sur la porte de la maison ou de la grange ou comme ça, justement pour protéger. Chez mes grands-parents, on trouvait des whisky lores, mais on trouvait aussi des croix. Parce que c'était la partie païenne et la partie croyante de ces symboles. Alors quand les sorcières arrivaient la nuit, ils commençaient à compter les pistils. Parce qu'elles ne pouvaient faire le mal que la nuit. Alors, il y avait tellement de pistils que quand elles finissaient, avant de finir, le jour arrivait à nouveau. Il y a tellement de pistils, oui, c'est ça. Elles devaient partir. Alors c'était une façon de protéger. Et nous le mettons, cet emblème, dans tous nos assiettes, nos verres, et partout. Tout à fait. Nous sommes très fiers de nos... Et le Schiloré, c'est quand même quelque chose d'emblématique vraiment dans toutes les provinces du Pays Basque, tout à fait. Oui. Et c'est l'emblème de la cofradie. Quel bel endroit. On va dans d'autres pièces parce que c'est sur 3 étages que nous avons ici. Donc, il y a la cuisine, il y a la bibliothèque, vous avez la salle à manger, mais il y a plein de pièces. Donc c'est pour ça que les gens qui, à un moment donné, réservent, les membres de la confrérie, qui réservent pour leur groupe d'amis ou des choses comme ça, peuvent avoir une salle ici, une autre salle à l'extérieur, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Donc on va aller voir la cuisine maintenant. Allez, hop, rendez-vous en bas, on y va. Ici,
il y a eu des repas de fées. Quand on parle de gastronomie, on parle de très très haute gastronomie, comme d'un plat très très basique. Hein. Ici, il y a des chefs cuisiniers, des 3 macarons Michelin, comme des cuisiniers amateurs qui cuisinent, qui ont les mêmes pianos, on fait des concours gastronomiques. Manuel nous dira tout ce qu'ils font. Parce qu'ici, il se passe énormément de choses. Et c'est pour tout le monde pareil. Hein. L'outil de travail est le même. L'outil est le même. C'est que la différence, ce sont les connaissances. Hein. C'est vrai, la technique. De toute façon, c'est un endroit où on donne beaucoup de cours de cuisine. Et nous avons un cours de cuisine toutes les années avec des Américains. Ils viennent ici et on leur montre des plats typiques de différentes régions du Pays Basque. Ils cuisinent eux-mêmes avec nous et c'est ce qu'ils cuisinent, ce qu'ils vont dîner. Alors c'est important qu'ils fassent attention à ce qu'ils font, parce que s'ils font quelque chose mal, c'est pour eux. Mauvais dîner. Hein? C'est pour eux, tout à fait. Oui, et dans notre société, ça c'est le cœur. La partie la plus importante de la société, c'est la cuisine. Et comme vous pouvez voir, nous avons 2 parties. L'une, c'est pour nos chefs professionnels qui cuisinent pour nous, mais nous avons aussi pour les membres. Alors il y a une convivialité, un partage. Tout à fait. Bon. Parce qu'en plus, les confrères, quand nous venons cuisiner ici, quand nous avons des doutes, on demande le chef et il nous aide. C'est exact. Tout à fait, c'est vrai. Support, hein. Oui, tout à fait. Il y a des règles qui sont strictes quand même, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a des règles quand même quand on ouvre la cuisine et la salle, qu'il faut bien suivre, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est très rigoureux et très très cartésien. Mais il y a aussi, c'est vrai, comme dit Romain Manet, il y a des petits trucs, des astuces que le chef qui est ici, qui travaille ici, parce qu'il travaille, donne aussi au confrères. Oui, mais le fonctionnement basique, c'est comme à la maison. C'est-à-dire, si tu utilises une casserole pour chauffer quelque chose, quand tu as fini, tu la gardes et tu la ranges. Tu la nettoies. Il y a des logiques qu'on applique à la maison qu'il faut continuer à les appliquer ici, même s'il y a des gens qui peuvent t'aider. Hein? Tout à fait. Donc ça, c'est la cuisine, oui, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Et on va aller voir l'autre salle. Hey. Ça, c'est le premier poteau de la Fekoga. On appelle ça un poteau, oui, presque un totem. On le portait comme ça. Mais je t'ai dit, il est lourd. Donc tu ne le portes plus comme ça. Maintenant, on porte d'autres choses, mais avant, c'était ça qu'on portait dans les chapitres. 1 minute, ça va, mais 2 minutes. Et ça porte les médailles de chaque confrérie. D'accord. C'est très haut. C'est lourd, hein, tu l'as vu. Oui. Nous retrouvons maintenant à la salle à manger Federico Zappino, qui était le donateur de la première partie de la bibliothèque, le premier fonds de la bibliothèque gastronomique de la Confrérie basque de gastronomie. Avant de terminer la bibliothèque en 92, nous avons gardé tous les livres dans une armoire, et quand on a fait la bibliothèque, nous l'avons monté à la bibliothèque. Ça a été la première base du contenu de la bibliothèque. C'est pour ça que nous avons décidé de donner à cette salle à manger le nom Federico Zappino comme reconnaissance à lui. C'est une salle à manger qui est utilisée peu, mais beaucoup de fois est utilisée comme salle de réunion ou de conférence. En effet, Visiona a été ici lors d'une rencontre avec les Olofous Saint-Sébastien il y a 2 ou 3 ans. Hein. Au plafond, si vous regardez, c'est les tambours. La paye de Saint-Sébastien. Aux couleurs bleues et blanches de la ville de Saint-Sébastien, les couleurs de la tambourada. Donc voilà, c'est un endroit plein d'histoire, chargé d'histoire. Allez, on continue. Les troupes françaises faisaient les changements de garde ici au vieux quartier et ils venaient ils défilaient, ils jouaient le tambour. Mais il y avait aussi les cuisiniers ou les femmes qui faisaient répétaient ce qui était fait par les Français. C'est pour ça qu'on voit les tambours qui représentent les troupes françaises, mais il y a aussi les barriles, les gens qui répètent après les tambours, qui sont les gens de la ville. C'était une façon de plaisanter ou de se moquer des Français. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que c'est de la relève de la garde. Mais c'est une histoire qui est magnifique parce que oui, c'est devenu une marche. Une marche, oui. Maintenant, parce que quand on joue, puisque j'ai l'honneur de faire partie de la confrérière.
ça. comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ça. Et en fait, cette partie, c'était en fait la relève, comme on dirait en elle, la relève de la garde, et les lavandières, etc., se moquaient en tapant ou sur des casseroles, des choses comme ça, et c'est devenu une marche de la tambourada. Oui. Superbe. Belle histoire. Oui. Et tu te dis que vous moquiez de nous. Oui. Incroyable. Nous avons choisi le nom Alexandre Dumas pour la bibliothèque parce que ce monsieur qui voulait écrire le grand dictionnaire de la cuisine, il avait une très grande idée de faire un grand livre, mais il n'avait pas les moyens de le faire. Alors il a décidé d'écrire quelques petits romans comme Les Trois Mousquetaires, Les Dames des Acamélie. Et on voit ici dans cette gravure une copie, on le voit en train de manger les Trois Mousquetaires. La cocina populaire navarra. C'est magnifique. Celui-là, là? Oui. Sur les légumes, beaucoup? Surtout. D'accord. Tu as beaucoup de Navarra, là. Nous avons ici des livres, je ne sais pas si je le trouverai, nous avons un exemplaire de Appert. Nicolas Appert. Appert, c'est un Français qui a découvert de comment faire la conservation des légumes au temps de Napoléon. Ah oui, c'est un livre, nous avions un exemplaire. J'ai obtenu un pour moi. Bien ce livre-là, Oui, c'est parce que il était membre de notre confrérie. D'accord. J'ai connu Victor Manuel Sarov, il était académicien de la Navarre. Quand tu apprécies de personne, tu es moins objectif. Oui. D'ailleurs, quand tu l'apprécies pas, tu n'es pas du tout objectif non plus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le sentiment dans la cuisine est important. Oui. Et surtout quand tu connais l'histoire, c'était un monsieur qui, son boulot, c'était être couturier. La partie culturelle de la confrérie, c'est très important, de la société, c'est très important. C'est pour ça que nous avons cette bibliothèque et nous faisons tant d'activités qui ne sont pas directement liées au fait de manger ou de boire dans le moment. Ce qui fait souvent plaisir aussi, c'est quand on est ici, c'est de voir que là, parmi tous ces livres, il y en a quand même beaucoup qui sont français. Donc ça veut dire qu'on a quand même fait beaucoup pour la gastronomie. Il ne faudrait pas qu'on s'endorme là. Il faudrait que nous les Français, même si je suis basque d'abord,
Nous les Français, il ne faudrait pas qu'on s'endorme sur ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, mais il faudrait peut-être qu'on continue à se remuer un peu, parce que quand on voit nos amis italiens, nos amis chinois, nos amis du Sud, etc., il ne faudrait pas qu'on s'endorme trop sur nos lauriers. D'ailleurs, vous l'aurez compris en voyant tout ça et en voyant tout ce qui se passe ici. Alors, évidemment, il est incomparable, quand on vient à Saint-Sébastien, dans la Donosti, de le mettre ailleurs. Ça, c'est fini, on ne pourra pas le faire. D'ailleurs, on a une culture tellement différente qu'ils ont tellement axé maintenant, je ne vais pas dire le tourisme, mais l'envie de venir à Saint-Sébastien pour manger ce qu'on appelle une cuisine bonsaï, une cuisine travaillée. C'est fini je veux dire, le pincho ou le petit tapas qui était à Séville, un verre avec un morceau de pain, un morceau de chorizo, c'est fini tout ça. Maintenant, on a très travaillé, c'est très cuisiné. Nous, de notre côté, on s'endort un peu, on regarde ce qui se passe, on est nonchalant. Il faudrait vraiment qu'on s'énerve et qu'on fasse les choses un peu différemment, même si tout n'est pas à jeter, mais il faut vraiment qu'on y aille là. Que la personnalité de son propriétaire est très riche. Il a une qualité de produits importante. Il n'a pas beaucoup de pinchos, mais ce qu'il vous donne, ils sont toujours très bons. Et il a une relation cordiale avec les clients. C'est vrai, oui. Il nous parle, vous êtes très élégant. D'accord. Ok. Tu vas voir. Ok, on y va. Sácanos 2 chacolis y un tinto. ¿Chacolí uno? Dos chacolis. Chacolí, sí. Ce que j'aime, c'est ça, la façon d'accueillir. Nous avons demandé de vin, alors il te propose de Qu'est-ce que tu veux manger avec? Ce qui va bien. Hein. Ouais. C'est pas le fait de vendre de n'importe quoi, de n'importe comment, c'est le fait de ramener des choses qui aillent bien ensemble et que les clients partent contents. Ouais. Hein. Le bar où on va rentrer maintenant, leur spécialité, c'est les anchois. Et la cuisine de très différentes façons. C'est vrai. Beaucoup, une dizaine de façons différentes, avec des différents produits. Mais toujours la base du pincho, c'est l'anchois et c'est délicieux, toujours délicieux. Pour moi, c'était un endroit que j'avais découvert il y a une dizaine d'années. Et chaque fois qu'on y va, c'est une découverte sur l'anchois, c'est vrai. Oui. C'est une découverte parce que chaque fois on l'a mangé différemment, sans même demander, on a demandé anchois et c'est une merveille. Ouais. Ça va très vite. Hein. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. C'est juste une simplicité. C'est magnifique. Le goût qui te reste après. C'était bien ça, Bétiaille, avant. Avant, c'était bien. Par exemple, tu vois, il y a un comptoir qui est déjà plein avec des pinchos, des fois qui doivent être préparés au moment, sont déjà préparés. Ouais. Nous mangeons beaucoup de croquettes. Les croquettes avant, dans les temps, c'était uniquement préparé, mais il fallait le mettre à l'huile. La friture. À la friteuse, pour le faire au moment, pour que ça soit croquant. Parce que le mot espagnol, croquette vient de croquer, de croquant, ça doit être crash, crash, crash. Mais si tu as préparé la croquette 3 heures avant, elle ne croque plus, elle est ramollie. Oui, et il y a beaucoup de choses comme ça qui devraient être faites au moment. Et le serveur, tu vois, on voit des serveurs qui n'ont pas de connaissance du produit, ils te donnent ce qu'il y a dans le comptoir, ils connaissent un peu le prix, mais si tu leur demandes quelle est la base de ces pinchos, pourquoi il fait comme ça, ils n'ont aucune histoire. Par contre, si tu parles, ce monsieur qu'on a été avant,
élégante, sans demander, il nous sait expliquait, exactement. les anchois, ça vient d'ici, ça vient de là, les chacolis, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis Sans que c'est un demander. slow food, lui. C'est cette culture que tu ne vas pas voir dans ce type de bar, c'est pour ça que j'évite ce type de bar. D'accord, ouais. Allez, vamos. Alors là, on est sur une autre façon de voir Saint-Sébastien, là. Oui. D'accord. Par contre, moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que tu veux voir, toi? Moi, je voudrais voir une bière, une caña. Caña, a mí, no sé. Un chaculí. Estamos a prendre. Epa! Un macové. Un macové. Sí. No, d'abord on va faire un chacolí, un crianza y una caña. Y una caña también. Y después vamos a ver. Chacolí, caña, que ya está, bye. Ça va. Chardonnay. Tu mets ça à la bouche, mais comme ça, hein, un entier, comme ça. Crac. C'est juste magnifique. Et là, tu as toutes les saveurs. Mâche. Celui qui a créé le pincho, il doit être piquante, salé, Tu as plusieurs saveurs. À l'amitié, à la gastronomie, à la bouffe. Et à ceux qui nous aiment. Voilà. Et qui sont pas À tout. forcément-